Bonjour à tous et à toutes, je suis Barbara Burguel, je suis bibliothécaire formatrice à la Bibliothèque universitaire de sciences sur le campus de la Métard. Comme j'ai déjà donné ces cours en présentiel à vos collègues le 20 octobre, j'ai essayé de faire une vidéo pour rendre ce cours un peu plus dynamique puisque on est obligé de les faire à distance avec le reconfinement. Alors veuillez m'excuser pour la qualité de l'image, je suis au sous-sol de la bibliothèque et comme vous voyez l'éclairage derrière moi est pas terrible, mais c'est le seul endroit calme que j'ai trouvé dans la bibliothèque. Et puis j'espère au moins commenter mes diapositives et vous donner un tempo pour suivre ce cours à distance si je ne peux pas vous le donner par Webex par exemple. Excusez aussi d'avance mes bafouillements ou mes hésitations puisque je vais enregistrer la vidéo dans la foulée de ce que je vais dire. Donc il y aura comme en cours des hésitations et des petites répétitions, etc. Alors dans le cadre de votre projet recherche et innovation, vous avez besoin de construire un état de l'art, de donner quel est l'état de mon sujet, qu'est-ce qui a été produit sur mon sujet, écrit sur mon sujet au moment M. Donc cet état de l'art, il faut que vous le rendiez fin novembre, si tout va bien. Et pour construire cet état de l'art, il faut que vous trouviez des articles qui sont en lien avec votre sujet et que vous organisiez votre bibliographie. Donc ces objectifs-là, on va les voir dans la suite du cours. Après vos objectifs généraux, donc les objectifs de ce cours-là, on va voir ensemble ce qu'est un article scientifique et puis on va voir aussi un petit peu comment fonctionne l'édition scientifique parce que c'est important de comprendre comment cela fonctionne pour comprendre la suite, pourquoi on arrive au texte intégral des articles ou pas. On va évidemment, vous allez chercher et trouver des articles scientifiques dans différentes bases que je vais vous présenter. On verra aussi comment donc accéder au texte intégral de ces articles. Et puis, au fur et à mesure du cours, vous allez apprendre à citer vos sources et à organiser sa bibliographie avec le logiciel de référencement de bibliographie qui s'appelle Zotero. Alors, votre sujet, vous l'avez déjà depuis un certain temps. Vous avez travaillé dessus avec le prescripteur ou le commanditaire du projet. Vous l'avez certainement déjà bien délimité. Donc ce qu'on va voir là maintenant, c'est établir une liste de mots-clés, puisque les mots-clés ils vont être très importants pour pouvoir faire vos recherches dans les différentes bases de données ou moteurs de recherche que je vais vous montrer. Alors dans le sujet que vous retrouvez sur Moots, vous avez déjà un certain nombre de mots-clés. Vous avez déjà pour certains sujets un article qui vous est donné, donc aidez-vous du résumé, de l'abstract et des mots-clés de l'article pour établir votre propre liste de mots-clés. Et n'oubliez pas de bien donner la traduction en anglais. Vous avez par exemple Reverso qui vous permet de traduire les mots dans leur contexte. Parce que plus vous aurez des mots-clés qui seront pertinents, qui seront ciblés, plus votre recherche sera efficace. Quand on sait ce qu'on cherche, c'est beaucoup plus facile de trouver. Donc je vais vous laisser 5 à 10 minutes. Là, vous prenez le temps, vous coupez la vidéo. Et pendant 5 à 10 minutes, vous établissez bien votre liste de mots-clés. Si je suis en ligne en même temps que vous suivez le cours, vous pouvez me poser vos questions. Vous pouvez me poser vos questions en même temps. Donc voilà, je vous laisse établir votre liste de mots-clés, bien en français, en anglais, bien précise. Voilà, je vous laisse réfléchir à tout ça. Après avoir installé Zotero, je vais vous faire un petit point sur les articles scientifiques et l'édition scientifique. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter les différents types d'articles scientifiques. Donc le premier document de niveau recherche, c'est la thèse, qui est donc le travail du doctorant. Ça, c'est
on peut le considérer comme un article parce que très souvent, les thèses donnent lieu à des articles ou sont créées, en tout cas en sciences, à partir d'articles publiés par le doctorant et le laboratoire auquel il appartient. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les articles de review, qui en fait sont un bilan de la recherche, une compilation d'autres articles, un peu comme votre état de l'art. Un chercheur ou plusieurs chercheurs, à un moment donné, ils disent, bon, où on en est aujourd'hui de la recherche sur notre sujet. Et donc, ils vont analyser des dizaines, voire des centaines d'articles pour en tirer l'avancée de la recherche au jour où on est. Donc, ça consiste un petit peu en votre état de l'art, hein, cette review. Et donc, ils compilent d'autres articles, ils les résument et ils disent, ben voilà, on en est là aujourd'hui de notre recherche sur notre sujet précis. Les proceedings, alors les chercheurs, non seulement ils écrivent des articles, mais ils se réunissent aussi en colloques, en séminaires, en conférences, et ils vont, lors de ces conférences, de ces colloques, présenter à l'oral leurs travaux. Et donc les proceedings, c'est une compilation, un résumé de leurs interventions. Alors, contrairement à une review ou à une thèse, voilà, des proceedings, il n'y a pas de relecture par les pairs, hein, c'est juste un résumé de ce qui a été dit pour garder une trace de ce qui a été dit dans des conférences, colloques, etc. Donc ça, c'est non relu. Et enfin, la brique de la recherche scientifique, c'est l'article de recherche original. Les chercheurs, ils cherchent et ils publient des articles sur des sujets précis ou un angle différent d'un article, et c'est comme ça que la recherche avance. Donc, ces papiers, ils sont soumis à comité de lecture, hein, on ne publie pas n'importe quoi, n'importe où, et ils sont forcément une recherche originale, c'est-à-dire que ça n'a pas été fait avant eux. On va voir un petit peu le circuit de l'article scientifique. Donc un chercheur, il fait ses recherches et il rédige un article selon la consigne de la revue dans laquelle il veut publier son article. En général, un chercheur, il va essayer de publier dans les revues les plus prestigieuses dans son domaine. En fait, il y a des consignes de la revue, il faut que la police de caractère est définie, s'il y a une image, il faut qu'elle soit de telle taille, positionnée à tel endroit, il faut telle interligne entre les paragraphes, etc. Donc tout ça, ce sont les instructions aux auteurs qu'on retrouve sur les revues en ligne dans les instructions aux auteurs. Et une fois qu'il s'est conformé à au style de la revue, le chercheur va envoyer l'article à la revue elle-même. Là, elle passe à la moulinette, l'article passe à la moulinette de deux comités de la revue. Premièrement, le comité éditorial qui, lui, va vérifier que les consignes sont bien respectées, que c'est bien les bons caractères, que les images sont au bon endroit, à la bonne taille, etc. Et surtout que l'article, il rentre dans la ligne éditoriale de la revue pour pouvoir être publié, qu'il est bien publié au bon endroit. Et puis, il y a aussi un comité de lecture. Donc là, ce sont des spécialistes du domaine qui relient l'article anonymement et qui vérifient la valeur scientifique de l'article. Est-ce qu'on va pouvoir reproduire à l'identique les résultats? Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est bien un article scientifique? Donc, à ce moment-là, l'article il peut être refusé par la revue parce que il ne rentre pas dans la ligne éditoriale ou parce qu'il n'est pas valable scientifiquement parlant. Ou alors, il peut être aussi renvoyé aux auteurs pour faire des corrections, pour demander des résultats supplémentaires, pour confirmer une étude, un résultat, etc. Et puis l'article, il finit par être publié dans une revue, et donc normalement, à ce moment-là, il est accessible à la communauté scientifique, et au-delà de ça, il devrait être accessible
à la communauté mondiale hein, sur des sujets importants. Tout le monde devrait pouvoir accéder aux résultats des recherches. Donc les chercheurs envoient leurs articles à des revues scientifiques pour être édités. Et donc je vais faire un petit point sur l'édition scientifique à l'heure actuelle. Donc on a 4 gros éditeurs scientifiques qui sont Elsevier, Springer, Wiley, Taylor et Francis, qui se partagent 40% des titres de revues scientifiques mondiales. Il faut savoir aussi qu'un chercheur, quand il écrit un article et qu'il publie dans ces revues éditées par ces gros éditeurs scientifiques, il perd les droits sur son article. C'est-à-dire qu'il n'en tire plus de droits. Donc, il envoie son article et ces gros éditeurs scientifiques, eh bien, ils publient les articles et ils font s'abonner les différentes bibliothèques, les différentes universités à leur revue, ce qui leur génère eh bien 7 600 000 € par an de chiffre d'affaires. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart de la recherche scientifique mondiale est faite sur des fonds publics. En France, ce sont les universités qui financent la recherche. Hein, les chercheurs, la majeure partie des chercheurs sont dans des universités, donc ils travaillent sur fonds publics et ils publient leurs articles sur fonds publics. Ils font la recherche sur des fonds publics. Et ensuite, quand ils envoient leurs articles aux éditeurs, ils perdent les droits sur leurs articles. Donc, ce qui veut dire que ce modèle économique, eh bien, par exemple, si on prend juste l'exemple de Saint-Étienne, donc à droite de mon tableau, l'université de Saint-Étienne, les grandes écoles, par exemple l'école des mines ou l'ENISE, l'école d'ingénieurs, eh bien, elles s'abonnent chacune à des revues. Mais on n'a pas le choix de s'abonner à des revues titre par titre. Alors, on pourrait le faire, mais ça coûterait très très cher. En fait, les éditeurs disent, ben voilà, vous achetez un bouquet. Vous achetez tous ces titres de revues, vous êtes abonné à tous ces titres de revues. Peu importe que sur 1000 revues dans le bouquet, il n'y en ait que 200 qui soient consultées et que les autres ne soient jamais consultées. Vous prenez le tout. Donc ça, c'est pour Saint-Étienne, donc ça fait déjà au moins 3 institutions qui prennent des abonnements. Et puis, ben, par exemple, si on prend au niveau de la région, ben, les universités de Lyon, les bibliothèques de Lyon vont s'abonner à des revues. À Clermont-Ferrand, ça va être la même chose. À Grenoble, les universités vont aussi s'abonner à des bouquets de revues, souvent au même bouquet hein, en plus. Donc, ce qui explique que ça vienne alimenter le chiffre d'affaires des gros éditeurs scientifiques. Pour vous donner une idée, en 2019, à l'université Jean Monnet, l'abonnement aux revues numériques a coûté 174 000 €. C'est payé par la BU et l'université. Et donc, bah, c'est pas rien hein, pour s'abonner à des revues de ces gros éditeurs. Pour vous donner une autre idée des prix, en 2019 toujours, tout ce qui est accès à la documentation numérique et électronique a coûté 373 000 €. Donc là-dedans sont comptés l'abonnement aux revues numériques, 29 000 € pour avoir accès à des livres numériques et 170 000 € pour les bases de données, dictionnaires, encyclopédies, etc. Là-dedans, si vous connaissez les techniques de l'ingénieur, hein, vous savez que vous avez accès par l'université aux techniques de l'ingénieur, eh bien, vous avez ici l'abonnement, le prix d'accès aux ressources qui sont comptées dans ces 170 000 €. Alors, vu le fonctionnement de cette édition scientifique, il y a quand même un autre modèle qui se met en place depuis plusieurs années et qui va prendre de l'ampleur dans les années qui viennent, j'espère encore, c'est l'open access. Donc là, c'est un autre modèle économique, c'est le chercheur et le laboratoire qui payent les revues pour que
leur article soit publié. Mais ensuite, la revue s'engage à diffuser à tout le monde, hein, en accès ouvert, l'article lui-même, les résultats de la recherche. Donc en open access, c'est en train de prendre un peu plus d'ampleur, mais c'est encore très compliqué pour obtenir des articles, puisque des chercheurs qui ont publié des articles dans une revue, pour pouvoir voir les articles d'autres chercheurs, même les leurs, hein, et pour avancer leurs recherches, ils sont obligés de passer, on est obligé dans les bibliothèques de s'abonner à ces revues pour que les chercheurs puissent consulter les articles scientifiques. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et donc voilà, l'open access, il va être beaucoup plus, c'est une économie un peu plus juste, on va dire. Alors, je vous ai mis une vidéo qui s'appelle, le site c'est DataGull, donc la vidéo numéro 63, qui explique en 10 minutes justement l'édition scientifique, et c'est dans cette vidéo que j'ai pris les chiffres des 4 gros éditeurs. Vous retrouvez le lien de cette vidéo sur le document PDF, les liens utiles, qui est déposé sur Moots. Vous allez maintenant pouvoir commencer à aller chercher des articles dans un moteur de recherche spécialisé qui s'appelle Google Scholar. Donc ce moteur de recherche, il permet de chercher des documents niveau recherche, donc des thèses, des chapitres de livres, des livres et évidemment des articles scientifiques. Donc vous allez récupérer sur Moots le questionnaire Google Scholar. Et en répondant aux questions de ce questionnaire, vous allez découvrir toutes les astuces de recherche de Google Scholar qui vont vous faciliter la vie. L'idée, c'est qu'avec vos mots-clés, vous collectiez au moins 3 articles qui seraient pertinents sur votre sujet. En même temps que vous répondez au questionnaire, sur la diapo suivante de la vidéo, vous aurez les astuces Google Scholar. Et puis, une fois que vous aurez fait pendant 10 minutes, un quart d'heure vos recherches dans Google Scholar et appliqué les astuces de recherche, vous pourrez lire la partie astuces de Google Scholar pour ne rien oublier dans le PDF lien utile, et vous pourrez me poser vos questions, si vous en avez, sur le fonctionnement de Google Scholar. Voilà, la vidéo suivante est l'affichage des astuces de Google Scholar. Alors, vous allez maintenant explorer d'autres ressources, notamment les ressources payantes payées par l'université et les bibliothèques. Donc, ce sont soit des catalogues, soit des bases de données, soit des bases de données dans lesquelles vous allez pouvoir trouver des articles scientifiques, dont là, vous êtes sûr d'avoir accès au PDF, au texte intégral. Donc, vous allez sur le site web des bibliothèques dans l'interface BriseES. Vous ouvrez le PDF lien utile et sous les astuces Google Scholar, vous avez les infos concernant chaque onglet, donc à lire au moment où vous explorez ces onglets. Et puis, vous pouvez aussi ouvrir la plaquette interface BriseES qui est aussi déposée sur Moots. Donc, vous allez explorer assez rapidement ces onglets. C'est juste que vous sachiez qu'ils existent pour pouvoir faire vos recherches ensuite dedans et ce qu'ils contiennent. Et après, vous pourrez évidemment me poser vos questions. En dehors de l'université, pour accéder au texte intégral des articles pour les revues auxquelles nous sommes abonnés, pour l'ISTEX, pour accéder à ISTEX, pour accéder aux bases de données comme les techniques de l'ingénieur ou Europress, il va falloir que de chez vous, en tout cas en dehors de l'université, vous configuriez le proxy de votre navigateur. Donc sur le site web des bibliothèques, dans Chercher de la doc et ensuite dans Savoir accéder à la doc en ligne, vous retrouvez un tutoriel vidéo qui explique ce qu'il faut faire pour aller rentrer son adresse proxy
soit pour Mozilla Firefox, soit pour Chrome, soit pour Safari comme navigateur. Et ensuite, eh bien, vous allez rentrer l'adresse de l'université pour pouvoir passer par le serveur de l'université pour pouvoir accéder à toutes les ressources documentaires. Alors après avoir fait un tour d'horizon de l'article scientifique, de l'édition scientifique, de la recherche d'articles dans Google Scholar et d'autres ressources, on va passer, et à accès au texte intégral des articles, on va passer à la dernière partie du cours qui est la bibliographie. Alors pour le petit Robert, la définition de la bibliographie, c'est un répertoire des écrits relatifs à un sujet donné. Et pour Wikipédia, une bibliographie est une liste structurée de références d'ouvrages ou d'autres documents, notamment d'articles de revue ayant un sujet commun. L'existence d'autres supports de communication a fait apparaître sur le même modèle les termes de filmographie, de discographie et de webographie ou cytographie en français. Je vous invite à aller voir cette vidéo un petit peu humoristique qui est faite par l'Université de Genève en Suisse. Infotrack, le site générique, permet de voir plein de petites vidéos sur les compétences informationnelles et il y a des quiz qui vous sont proposés, les choses à retenir, etc. Donc je vous laisse 5 minutes pour aller regarder cette vidéo. Vous en trouvez le lien aussi sur le document PDF lien utile et on se retrouve juste après. Alors pour résumer un petit peu ce que vous venez de voir dans la vidéo, pourquoi on établit une bibliographie? Il y a plusieurs raisons. Déjà, pour citer vos sources, puisque tout travail universitaire doit comporter une bibliographie-cytographie. Vous devez dire d'où viennent les informations que vous avez trouvées, elles ne tombent pas du ciel. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça donne forcément de la crédibilité à vos propos. J'ai pris les informations à tel endroit, auprès de tel auteur, etc. Donc ça valide votre recherche. Bien sûr, ça va offrir des références sur le sujet à vos lecteurs, puisque là, surtout dans un état de l'art, il faut bien mettre en bibliographie tous les documents qui font le point sur votre sujet. Et évidemment, si on cite ces sources, on va éviter le plagiat et respecter les droits d'auteur. Donc tout ça, sous ça fait qu'une bibliographie est absolument nécessaire dans tout travail universitaire. Pour rédiger une référence bibliographique, il y a des éléments absolument obligatoires. Ici, je vous ai mis un exemple pour un article de revue. Donc l'auteur, l'année de publication, le titre de l'article, le titre de la revue, le numéro, le volume, la pagination sont par exemple des zones absolument indispensables pour la rédaction d'une référence bibliographique d'un article de revue. Dans le document de l'école télécom, pour rédiger vos références bibliographiques, pour rédiger vos rapports, vos mémoires, voilà les consignes de rédaction, vous retrouvez des exemples, donc vous pouvez vous y référer puisque c'est ce qui vous est demandé à Télécom. Et dans le PDF de lien utile, je vous ai mis plusieurs sites, plusieurs liens pour pouvoir rédiger correctement ces références bibliographiques, notamment pour des documents qui ne sont pas forcément courants, comme des brevets, des vidéos, etc. Autres que articles, livres ou sites web. Donc référez-vous à ces documents pour rédiger vos références bibliographiques. Et on va voir tout de suite après comment on génère une bibliographie en respectant ces éléments obligatoires avec Zotero. Alors en bibliothèque, on assure aussi le service après formation. C'est pas parce qu'on a eu ces quelques heures de cours ensemble qu'on vous abandonne dans les bibliothèques.
Donc, je vous rappelle donc que sur Moots, le mémo lien utile est déposé. Il reprend tous les liens et tout ce qu'on a vu en détail dans le cours, avec voilà, tous les liens et toutes les informations que je vous ai données. Sur Moodle sont aussi déposés les tutoriels Zotero. Alors un diaporama de ce que vous avez vu, quelques diapos sur ce cours. Il y a aussi un tutoriel fait par Lyon 1, donc beaucoup plus détaillé sur Zotero, puisque là on a quand même vu uniquement les bases pour utiliser Zotero. Et tout au long de votre projet, vous pouvez nous contacter à la bibliothèque à l'adresse bu.infodoc@univ-st-etienne.fr. Alors, en ces temps de Covid et de reconfinement, les rendez-vous individuels en présentiel vont être un peu compliqués à mettre en place. Par contre, vous pourrez évidemment me contacter ou une autre collègue derrière cette adresse, nous appeler par téléphone si vous avez besoin d'informations, de compléments d'informations, de choses que vous n'avez pas comprises, que ce soit pour la bibliographie, les références bibliographiques ou pour tout ce qui est compétences informationnelles, éviter le plagiat, chercher dans des bases. Voilà, si vous avez des problèmes d'accès aux documents numériques, ben, n'hésitez pas à m'écrire derrière cette adresse. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu animer un peu plus un cours que si vous aviez eu juste des diaporamas. Alors elle est loin d'être parfaite, hein, ma vidéo, j'en ai bien conscience. Mais voilà, elle a le mérite d'être là et d'être un peu et de vous accompagner un peu autrement que juste par document déposé sur Moots. Voilà, ben, je vous souhaite des bonnes recherches, une bonne rédaction de votre état de l'art. Et puis, bon courage pour cette année qui s'annonce encore difficile. Bon courage à tous et à toutes. À bientôt.